Et bonjour à tous. On va vous demander encore un tout petit peu de patience parce qu'avec la nouvelle procédure qui a été mise en place, avec Zoom, vous devez maintenant rentrer, le mot de passe. Donc c'est vrai que ça prend un tout petit peu plus de temps pour se connecter. Donc vous êtes déjà 250, mais il y a plus de 800 inscrits. Bon, ça augmente très vite. On va vous demander quelques minutes encore. Merci. Hop, le son va arriver, on commence dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse, se connecter.
Bonjour à tous. Donc, encore quelques petites minutes de patience. On va commencer à 12h10. Voilà, on a les derniers inscrits sont en train de se connecter. Donc, c'est un tout petit peu plus long que les autres fois à cause du nouveau protocole d'inscription sur Zoom où vous devez rentrer le mot de passe. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long. Désolé pour ce contretemps. Mais bon, on va pouvoir commencer voilà, d'ici 3-4 minutes. Donc, encore un tout petit peu de patience. Bien, bonjour à tous. Je vous propose que l'on démarre. Ça fera arriver les derniers arrivants. Donc, merci tout d'abord d'être présent à ce troisième atelier virtuel du GERS. Vous étiez 540 à la première session, 650 à la deuxième, et on devrait être 842 en fonction des inscrits pour cette troisième édition. Donc, merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez. Merci beaucoup aussi à Philippe Lamoureux de se joindre à nous donc pour cette présentation et pour partager avec nous sa vision de l'industrie pharmaceutique le jour d'après, ce qui risque de se passer. Donc, Philippe interviendra à la fin de cette présentation. Donc, je vous propose de voir très rapidement, bon, si vous êtes habitué un peu à cette présentation, donc on fera un point sur les grandes activités, aussi bien en officine, en médecine générale, avec tous les indicateurs que l'on suit. On essaye d'en rajouter certains pour rendre un peu plus vivant et plus intéressant ces présentations. Donc, médecine générale. Ensuite, on fera un zoom sur les produits clés qu'on suit habituellement, le paracétamol, l'ibuprofène, azithromycine. Et on a rajouté un nouveau produit, le tocilizumab, dont on parle beaucoup avec le point de situation chez les médecins, à l'hôpital et en officine. Ensuite, on fera un point sur l'activité en officine, le trafic à l'officine et également ensuite tout ce qui touche à la dynamique du remboursable. On a voulu aussi pour cette nouvelle présentation, faire un point sur les ventes à la fin du premier trimestre 2020, ce qui s'est passé, le point sur la clause de sauvegarde, alors 2019, mais aussi ce qui peut nous attendre pour 2020. Ensuite, on fera un point sur les produits du sevrage tabagique. Et là, pour ce point, David interviendra avec notre outil
SogNow pour avoir un suivi, c'est le suivi en temps réel des ventes parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes de cette façon. On fera ensuite un point sur les vaccins pédiatriques, sur les ruptures. Ensuite, on fera le point habituel sur l'automédication, sur le self-care et la nutrition, en se concentrant sur des nouveaux segments pour que vous puissiez avoir une vision vraiment globale de ce qui se passe. On terminera ce point sur l'activité à l'hôpital, sur les principaux produits qui ont contribué à la croissance, ainsi que les classes. Et enfin, le zoom habituel sur les produits de réanimation. Et Philippe Lamoureux terminera cette présentation donc avec le thème industrie pharmaceutique. Le jour d'après, bien entendu, il y a énormément d'interrogations qui se posent. Alors, tout cela est rendu possible grâce à l'interaction que Gers Data a avec l'ensemble de l'écosystème pharmaceutique CGDIM, avec toutes les divisions, que ce soit les divisions de logiciels professionnels pour les professionnels de santé, que ce soit avec tout ce qui touche à l'affichage en pharmacie, avec l'ABCB, avec Medexact et avec l'ensemble des autres divisions. Grâce à cette synergie, le GERS est à même aujourd'hui d'obtenir énormément d'informations et qui nous permettent d'animer ce type de réunion. Alors, tout ce que l'on présente ici, bien entendu, ce sont des données qu'on transmet régulièrement aux autorités de santé, que ce soit bien sûr la DGS ou le ministère des Solidarités et de la Santé, mais également au niveau de l'ANSM, de l'assurance maladie, et tout ça est issu de toutes nos bases de données. Alors, d'abord, les données de prescription, c'est la Bastine. Alors, je vous rappelle que la Bastine a été sélectionnée par l'ANSM après un appel d'offres qui avait eu lieu en début d'année. Et pour le suivi, l'analyse de la prescription au niveau des médecins généralistes et des médecins spécialistes, et cela pour les prochaines années. On avait déjà été sélectionné par le CEPS, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette base a été reconnue par les autorités pour son intérêt. Et vous êtes nombreux, bien entendu, dans les laboratoires également à suivre les données issues de la Bastille. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les données qui sont liées à l'achat et à la distribution au niveau des officines, que ce soit le sell-in, le sell-out, le SogNow, SogEarly, Structure, et puis toutes les données hospitalières avec le Statop. Donc, tout cela permet d'avoir une vision très large et sur de nombreux domaines sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je vais passer maintenant la parole à David pour faire le point sur la situation en médecine générale, issue justement de la Bastille. Donc, bonjour à tous. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, malgré des nouvelles plus ou moins désagréables. On le voit, l'activité en médecine générale est toujours en recul, semaine après semaine, même si on regarde le verre à moitié plein, on se rend compte que le fond de la baisse de la consultation en médecine générale, c'était plutôt la dernière semaine de mars et tout début avril. Et on a entamé une remontée en pente douce sur ces dernières semaines, même si aujourd'hui encore, la semaine passée, on était à moins 35% de consultation chez le médecin généraliste. Pour rappel, hein, un mois d'août, c'est moins 30% d'activité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quasiment dans la même pratique que si on était en mois estival. Pareil, si on regarde ce qui se passe chez les spécialistes libéraux, on voit qu'en moyenne, sur une petite dizaine de spécialités, on est quasiment à moins 50% en semaine 16, avec des grands écarts entre les spécialités. On est en dessous de… Alors, c'est toujours difficile avec des valeurs négatives, mais on est à moins que moins 40 chez les psychiatres, les endocrinos et les pneumos. Globalement, on navigue entre moins 20 et moins 40 sur ces trois spécialités-là, entre moins 40 et moins 60 pour les neurologues et les cardiologues, et en dessous de moins 60 pour les gynécos, les rhumatos et les gastro, sachant que pour une de ces trois spécialités, on est quasiment à moins 75% depuis le début du confinement.
Donc, c'est vrai que ça pose question sur la continuité des soins, sur la continuité de la prise en charge des patients. Et quand on regarde ce qui se passe de manière hebdomadaire sur tout ce qui est segment dynamique, sur toutes ces pathologies chroniques, on a une chute de manière importante de tous les segments dynamiques, que ce soit les initiations ou les changements de traitement. On regardait, si vous, pour vous donner un parallèle en sphère cardio ou métabolique, on est quasiment au même niveau des segments dynamiques que si on était la première semaine de janvier 2020, c'est-à-dire quasiment le lendemain du jour de l'an. Autre point sur l'usage de la téléconsultation, on avait vu un développement exponentiel les premiers jours de confinement et depuis fin mars, on plafonne en médecine générale sur un quart des consultations sont faites à travers la téléconsultation et on a beau effectivement élargir l'usage de la téléconsultation, elle ne bouge quasiment plus depuis la fin mars, début avril. Un quart des consultations sont aujourd'hui faites via la téléconsultation. On suit le nombre de cas de Covid en médecine générale et c'est vrai qu'on peut se réjouir, entre guillemets, de voir la courbe des nouveaux cas être en recul jour après jour, semaine après semaine. C'est vrai que sur les derniers jours du mois d'avril, on voit que la baisse est plus légère qu'elle ne l'était les semaines précédentes. Mais irrémédiablement, on voit quand même un baisse du nombre de cas de Covid. On sait, quand je dis on, avec les équipes que je remercie et puis les amis qui nous ont aidés, on a regardé sur la carte par département la mise en perspective du nombre de cas de Covid qui soient suivis au travers la base SIN, c'est-à-dire par la médecine générale, le nombre de patients hospitalisés et la densité d'habitat de chaque département. Et ce qu'on voit, c'est que quand même, globalement, la distanciation spatiale ou les coins de France où il y a peu d'habitants, où on profite d'espaces plus larges, on a moins de cas de Covid suivis. On est aussi très proche de la diagonale du désert médical qui est présente. Et une des limites, effectivement, qu'on peut penser pour un déconfinement par région, c'est que toutes les villes, ou du moins les grandes villes où la distanciation spatiale est compliquée, que ce soit dans l'Est, dans les grandes villes, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, on voit qu'on a effectivement des villes qui sont très fortes en nombre de cas de Covid et que c'est des bassins économiques très, très importants. Quand on regarde l'évolution par rapport au diagnostic du renouvellement d'ordonnance et de la consultation pour maladies chroniques, en mettant en regard les dernières semaines de 2020 versus la moyenne des années passées, de 2017 à 2019, on voit notamment sur la semaine 16, donc la semaine passée, un retour des renouvellements d'ordonnance et de consultation de maladies chroniques qui est aussi lié au fait qu'il y a moins d'aigus ou moins de prise en charge de pathologies aiguës. Donc, un retour malgré tout sur le renouvellement d'ordonnances et les consultations de maladies chroniques. C'est peut-être lié en semaine 15 à l'annonce par le président de la République d'une date de fin pour le confinement à la date du 11 mai. On verra tout à l'heure ce qui sera annoncé par le Premier ministre. Si on regarde sur les dorsopathies, par exemple, qui est un des diagnostics les plus utilisés par le médecin généraliste, on est plus faible encore que l'année passée. Et on s'est permis de faire un zoom sur les troubles de l'humeur et névrose qui sont beaucoup plus, représentent un poids plus important sur ces dernières semaines du mois d'avril, puisqu'ils représentent 10% des motifs de consultation en semaine 16 versus 8% les années passées. Patrick, un petit point sur les produits clés du Covid? Tout à fait. Alors, sur les produits clés du Covid, on a continué à suivre donc les principaux produits. Alors, sur le paracétamol, ce qu'on constate par rapport à ce qu'on vous avait présenté sur les semaines passées, c'est la diminution du poids des prescriptions chez le médecin généraliste qui revient, on va dire, à un niveau
plus traditionnels, hein, aux alentours de 8% des prescriptions, 8 à 10% des prescriptions, après avoir eu ce pic de prescription juste au moment du confinement. Et cela se traduit également au niveau des sorties, quoi, des achats par les pharmaciens, mais aussi au niveau du sell-out. Alors, au niveau de l'achat des pharmaciens, on voit qu'il y avait eu un fort stockage, hein, qui avait été consécutif aussi aux sorties juste avant le confinement, qui s'est poursuivi jusqu'en semaine 15. Et ensuite, à partir de la semaine 16, on retrouve un niveau, donc la semaine 16, c'est la semaine du 13 au 18 avril, un niveau qui est assez proche du niveau habituel et surtout qui est au niveau des délivrances de paracétamol. Donc aujourd'hui, des stocks qui sont assez conséquents en officine. Le poids de la prescription, lui, est revenu à son niveau habituel, aux alentours de 80%. Et on voit qu'au niveau des achats des hôpitaux, de la même façon, après le pic de la semaine du confinement, on retrouve des niveaux qui sont assez proches de ce que c'était cette pandémie de Covid. Alors, concernant la dispensation du paracétamol issu des prescriptions. Ce qu'on vous avait déjà, ce qu'on avait pu constater sur les réunions précédentes, mais on voit que le poids des prescriptions où la délivrance concerne 3 et 4 boîtes a fortement augmenté. Alors là, on l'a depuis le début avril. On est au niveau de plus de près de 70%, hein, pour 3 boîtes et plus, ce qui est énorme. Et quand on le regarde par rapport à des périodes hors Covid, on est au moins 10 points au-dessus sur ces délivrances de 3 et 4 boîtes. La NSM a fait une mise en garde à ce niveau-là. Donc, on va voir si ces délivrances de 3 boîtes et plus diminueront. En ce qui concerne l'ibuprofène, là, on constate bien entendu l'effet immédiat de l'annonce des risques à utiliser ce type de produit chez des patients pouvant être atteints du Covid. Et on voit que ça soit au niveau du sell-in où la chute a été immédiate. Hein, les pharmaciens ont arrêté les commandes de ce type de produit. Et au niveau du sell-out, la diminution a été aussi importante, même si elle a été progressive. Mais maintenant, elle atteint en semaine 16 moins 80% par rapport à la même période de l'année précédente. En ce qui concerne l'azithromycine, là, en revanche, on a des prescriptions qui ont fortement augmenté, même si on est à des niveaux beaucoup plus faibles. On est à moins de 1% des prescriptions chez le médecin généraliste, mais on se situe toujours à un niveau très largement supérieur à ce qu'il est en temps normal, avec 0,6% des prescriptions. Quand on regarde la situation en officine, on a eu le pic d'achat par les pharmacies d'officine en semaine 12 et 13, hein, avec des niveaux records, puisque là, les ventes ont été multipliées par 5 ou 6. Et ensuite, ces achats ont diminué et sont revenus à un niveau encore un tout petit peu supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. En ce qui concerne le sell-out, lui, a aussi fortement augmenté, notamment dans les semaines 12, 13, 14, et il se situe aujourd'hui au niveau auquel il était quasiment en semaine 10. Quand on regarde le poids des prescriptions, le poids des prescriptions pour l'azithromycine est constant, donc pas beaucoup de différence. Et en ce qui concerne la consommation à l'hôpital, elle a très, très fortement augmenté, notamment dans les semaines 12-13. Et ensuite, elle se situe aujourd'hui à des niveaux quand même qui sont
7 à 8 fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Donc, une consommation d'azithromycine extrêmement importante à l'hôpital. En ce qui concerne maintenant le Plaquenil, donc là, on retrouve également un peu les mêmes prescriptions. C'est chez le médecin généraliste. Alors là, on n'est pas en pourcentage, on est en pour 1000. Donc, bien entendu, les prescriptions sont très faibles chez le médecin généraliste, mais elles ont été un peu plus fortes au moment des semaines 12-13 et maintenant, elles ont tendance à revenir à leur niveau habituel. De la même façon, la situation en officine, forte augmentation du saline pendant toutes les semaines du confinement. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment à un niveau d'avant-confinement avec un sell-out qui, lui, avait aussi augmenté, mais maintenant qui est vraiment au niveau de ce qu'il était au moment des semaines 10. Prescriptions, bien sûr, qui sont constantes et des achats à l'hôpital qui, pour les achats à l'hôpital pour le Plaquenil, voilà, le pic en semaine 12 et maintenant on est à des niveaux complètement, on a retrouvé, voire même peut-être même un peu en dessous du niveau qui était celui avant le confinement, ce qui veut dire que les stocks de Plaquenil à l'hôpital sont extrêmement importants. On a voulu profiter de la situation et de ce que l'on entend aujourd'hui pour faire un zoom sur le tocilizumab, donc le produit de chez Roche. Et là, on a regardé à la fois à l'hôpital et à la fois en ville. Vous voyez qu'à l'hôpital, il y a eu, dès le démarrage, au moment du confinement, une montée extrêmement forte. En bleu, c'est la courbe de 2020. Donc, c'est vrai que le mécanisme d'action au niveau des épisodes inflammatoires a tout de suite été retenu par un certain nombre de médecins. Et on voit qu'il y a eu une deuxième commande extrêmement forte des hôpitaux en semaine 15. Il y a eu un certain nombre d'essais cliniques qui ont été menés aussi dans des hôpitaux, en particulier à la PHP. On est aujourd'hui, on est retombé au niveau des achats à un niveau qui est celui qui était quasiment celui de 2019. Mais néanmoins, on voit que les achats ont été extrêmement importants par les hôpitaux pendant cette pandémie. En ville, il y a eu également le pic en semaine 12. Alors, est-ce que ce pic est lié plus aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui ont préféré prendre en avance leur traitement ou une anticipation? Je pencherais plutôt pour la première hypothèse, puisque aujourd'hui on se situe à des niveaux qui sont proches de celui qu'il était avant le confinement. Donc voilà pour le tocilizumab. Et maintenant, on va faire un dernier zoom, mais où là, on n'a pas beaucoup de choses nouvelles. On voit que sur les gels hydroalcooliques, hein, la consommation continue d'augmenter après ce pic extrêmement important de la semaine 9-10. Au niveau de l'encadrement des prix, on est sur des prix qui ont tendance un tout petit peu à baisser. Donc, ce qui est assez notable, puisqu'on passe à une moyenne de prix autour de 3,10 €. Et on voit que les unités augmentent alors que le chiffre d'affaires. Alors, est-ce que c'est lié à des conditionnements ou aussi à un effet prix aussi sur les grands conditionnements avec des baisses de prix à ce niveau-là? Ça, on pourra vous le confirmer. Sachant qu'à partir de la semaine 18, la baisse de prix sera liée aussi à la baisse de taux de TVA. Exactement. Donc, on va faire maintenant le point sur l'activité en officine et sur le trafic. Alors, au niveau du trafic en officine, on vous avait présenté déjà la fois précédente l'évolution du chiffre d'affaires des officines au jour le jour en parallèle avec l'évolution du trafic à l'officine. Pour cette semaine, il est à noter qu'il fallait voir ce qui s'était passé par rapport aussi au lundi de Pâques, qui a complètement
modifié cette situation, c'est-à-dire qu'on était sur un chiffre d'affaires qui était en baisse aux alentours de moins 10, moins 15%, qui a chuté le lundi 13, qui est bien sûr le lundi de Pâques, une remontée très forte le mardi, puisque les officines ont réouvert, donc il y a eu une compensation à ce niveau-là. Et on retombe maintenant pour se resituer aux alentours du 18, donc c'était il y a quelques jours, à moins 20%. Mais ce qu'on fera après, et on voit c'est corrélé exactement avec le trafic à l'officine, donc la baisse du lundi de Pâques et la forte augmentée le lendemain. Quand on regarde maintenant, on fait un zoom plus spécifique sur les derniers jours, c'est-à-dire le lundi de Pâques 2020, mais également le lundi de Pâques 2019, puisqu'il est arrivé une semaine plus tôt, en tout cas pour 2020. Donc, on voit vraiment la différence qui s'est passée. Donc, ce que je vous ai dit pour le lundi 13, baisse de l'activité, remontée le lundi 14. En revanche, le lundi 20 avril se compare au même jour de Pâques de l'année précédente. Donc, c'est pour ça on avait une activité en 2019 qui était beaucoup plus faible, d'où une activité en 2020 qui se retrouve à plus 1921%. Mais on compare un jour d'activité entre guillemets normal, même si l'activité est plus faible en ce moment, par rapport à un jour d'activité où il était très faible en 2019. Pour retrouver ensuite une activité qui est tout à fait normale avec ce qu'on a constaté maintenant depuis des semaines, c'est-à-dire aux alentours de moins 20% d'activité en moins. Quand on regarde l'évolution des passages, forte augmentation, bien sûr, au moment du début du confinement et maintenant aux alentours, pour la période de confinement, aux alentours de moins 20%, que ça soit dans les visites à l'officine avec ordonnance ou les visites à l'officine sans ordonnance. On retrouve aujourd'hui, il y a une similarité des courbes et surtout des niveaux qui sont assez proches. Alors, quand on regarde également la baisse de trafic en fonction des régions, ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est bien entendu que les régions, on voit que les régions comme Paris ont une baisse d'activité extrêmement importante, tout comme la Provence, Côte d'Azur et l'Occitanie avec plus de 20%. Région parisienne, ça peut atteindre jusqu'à moins 30%. Il y a aussi une grande différence entre ce qui se passe dans l'Est parisien ou dans le Ouest parisien. On aurait pu aller un peu plus loin, mais bon, on n'a pas été jusque-là dans cette analyse. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les zones qui sont un tout petit peu moins touchées, comme les Pays de Loire, Centre-Loire et autres, ont une baisse de leur trafic qui est moins importante que les régions plus touchées. Quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires des officines par type de prescription, donc moins 15%, moins 20% aujourd'hui, et on retrouve à peu près ces pourcentages sur tout ce qui se passe sur tous les types de produits, que ce soit les prescriptions de ville, moins 17% en semaine 16, les prescriptions hospitalières, moins 10%, et tout ce qui est conseil à moins 15%. Donc, on a vraiment aujourd'hui une baisse de l'activité à l'officine qui touche l'ensemble des activités. On le retrouve au niveau des taux de TVA, donc les médicaments à 2,1 qui représentent quand même plus de 70% de l'activité de l'officine, se trouvent à moins 13% en semaine 16. Les produits à 10% sont à moins 30%. Les produits à 20%, donc tous les autres produits de l'officine, eux sont à moins 15%, et les produits à TVA à 5,5 se trouvent aussi aux alentours de moins 20%. Donc, on voit vraiment que l'ensemble, tous les types de produits, que ce soit les médicaments, les produits en OTC, les produits compléments alimentaires et autres, et tous les autres produits de l'officine sont fortement touchés aujourd'hui.
Alors, faisons maintenant un zoom sur le remboursable. Alors, sur le remboursable, que ça soit en unité ou en chiffre d'affaires, on voit une très, très forte baisse des ventes à l'officine, hein. Donc, moins 18% en chiffre d'affaires, moins 22% en semaine 16 sur les unités. Donc, la baisse se poursuit, voire s'accentue encore un peu plus. Quand on regarde, tout d'abord, en ce moment, avant de passer à cela, David, voilà, quand on regarde les classes qui contribuent le plus à la croissance pendant cette semaine de confinement, on a voulu le voir en unité parce que c'était ce qui paraissait être le plus intéressant. On voit que sur la semaine 16, les produits anti-tabac, on va prendre les plus spécifiques, les produits anti-tabac ont une dynamique qui est assez forte, alors que vous l'avez vu avant, on se situe dans une période où le trafic en officine diminue fortement, les solutions hydroélectrolytiques, les anti-rhumatismaux spécifiques, les antipsychotiques qui, eux, sont en baisse, mais moins que les autres produits de l'officine, tout comme les analgésiques non narcotiques, donc à moins 18%. Ce qui veut dire que certaines classes, là vous avez donc les classes les plus dynamiques en unité, ce qui veut dire que certaines classes vont se retrouver à des moins 80, moins 90% pour certaines d'entre elles, sur ces semaines du confinement. Attention. Alors justement, quand on veut reprendre une vision un peu plus macro, on regarde quelles sont, au cours du premier trimestre, les classes qui ont contribué le plus à la croissance. Alors, tout d'abord, premier constat, c'est que les 10 classes qui étaient là en 2019 sont toujours là en 2020 et qu'il y a simplement une interversion entre la 4e et la 5e classe. Les produits anti-néovascularisation étaient 4e l'an dernier, ils sont 5e cette année. Et à l'inverse, les inhibiteurs directs du facteur 10A étaient 5e, ils sont 4e. Alors, on voit que les classes qui tirent aujourd'hui, au cours de ce premier trimestre, on est en PFHT, le marché vers le haut, ce sont les antinéoplasiques, hein, la L01H, qui ont fortement progressé avec 444 millions d'euros au cours du premier trimestre, contre 361 millions au cours du trimestre de l'année précédente. On a également donc les inhibiteurs directs du facteur 10A. On verra après les produits qui ont tiré un peu à ce niveau-là, un peu plus ces classes. 28% de croissance. On retrouve également les antagonistes des hormones cytostatiques, qui près de 20% de croissance. Les insulines, plus 16%. Et après, bien sûr, d'autres classes qui évoluent fortement pendant cette période. La seule qui est un peu en légère régression sont les produits anti-néovascularisation. Mais on va le voir maintenant au niveau justement des produits. Quand on regarde ce classement des 10 produits, également peu de changements, si ce n'est que le produit qui était en première place l'an dernier, Lucentis, au cours du premier trimestre est maintenant en deuxième position avec un chiffre d'affaires qui est stable. Et celui qui a eu la plus forte progression et ce qui lui permet d'être aujourd'hui le premier produit remboursé, c'est Eliquis de chez BMS, donc qui a eu une progression de 41% sur ce premier trimestre. Après, on retrouve d'autres produits qui progressent énormément, comme Imbruvica, comme Zytiga, qui ont des croissances au-delà de 20%, donc sur ce premier trimestre. Les produits qui souffrent un tout petit peu sont bien sûr Humira, avec la sortie des biosimilaires, et puis également Elea, qui a également chuté, mais ça, comme on pouvait le voir un peu tout à l'heure sur la classe. Alors, quand on regarde maintenant quels sont les effets au niveau du périmètre de la clause de sauvegarde. Donc, quand on regarde tout d'abord rapidement un bilan 2018. Donc, 2018,
Produits remboursables, périmètre des produits remboursables ville, plus 2,8% de croissance. L'hôpital, plus 4,7. Là, on est sur les médicaments rétrocédables, Listensus, ATU et post-ATU en prix réel. Donc, un total de plus 3,2. Quand on regarde le premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019, là, on constate une explosion, bien entendu, avec une croissance du remboursable ville à plus 8,2. L'hôpital est à plus 8,5, ce qui fait un total à plus de 8%. Donc, pour ce premier trimestre. Et quand on regarde sur le cumul mobile annuel à fin mars, donc qui prend en compte ce premier trimestre 2020 et les 3 derniers trimestres de 2019, là, on est également en forte croissance, à plus 4,3 pour la ville, plus 8,2 pour l'hôpital et plus 5 au total. Donc, sur le périmètre de la clause de sauvegarde, ce qui était intéressant de noter, vous le voyez sur la courbe, c'est qu'habituellement, on a souvent un quatrième trimestre qui est plus fort que les autres trimestres. Mais ce quatrième trimestre très, très élevé est souvent suivi d'un premier trimestre beaucoup plus bas. Et là, en 2020, on n'a pas eu cette situation, puisque vous voyez que le chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020 est à 6 milliards 800, ce qui, sur le périmètre de la clause de sauvegarde, ce qui veut dire qu'on est à près de 5% au-dessus de ce qui s'est passé au quatrième trimestre 2019. Donc, bien entendu, au niveau de la clause de sauvegarde, on peut penser, pour 2019, on risque d'avoir une clause de sauvegarde qui sera autour de 100 millions, mais il y a encore des discussions avec la DSS qui sont en cours. Mais pour 2020, même si on peut penser que le deuxième trimestre sera plus bas, on risque d'avoir une année 2020 avec de très, très fortes augmentations et bien entendu, largement au-delà de ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, on va faire un zoom sur les produits du sevrage tabagique et je vais laisser la parole à David, puisque là, pour le sevrage tabagique, ce qui est intéressant, c'est au-delà des données qu'on va vous présenter là en semaine, c'est aussi de faire un point sur les données journalières. Et grâce à notre produit SogNow, vous allez voir un tout petit peu ce que cela donne au niveau de l'activité quotidienne. Donc, sur le sevrage tabagique, ce qui est intéressant, c'est quand on s'arrête à la semaine 16, donc avant la semaine passée, on voyait que le sell-out était en forte baisse et les achats pharmacie étaient aussi en forte baisse. Puis, quand on commence à regarder sur les communications des derniers jours, c'est-à-dire que ce qui est dingue dans cette période, c'est qu'au final, quand on livrait les données mensuelles autour du premier jeudi du mois, on trouvait que c'était une belle performance. Et là, on se rend compte que même la livraison des données hebdomadaires, elle devient trop tardive, puisque quand on regarde suite à la communication sur le sevrage tabagique sur les derniers jours qu'ont précédé le week-end, c'est-à-dire le 22, 23 et 24 avril, vous pouvez voir en sell-out par rapport à l'année dernière, en équivalent mois de traitement, même si aujourd'hui le mois de traitement est quand même plus facile à évaluer sur les patchs que sur les gommes. Mais quand on trouve une métrique, on voit bien les achats très importants de produits dans le sevrage tabagique sur les derniers jours du mois d'avril. Et donc, on va regarder ce que ça donne. Et donc, je vous propose de regarder sur le SogNow, du coup, tentative que j'avais fait la fois précédente. Et du coup, je vais essayer avec ma connexion réseau et de vous montrer ce que ça donne en live. Alors, attendez, partager, Et donc là, on est en live, c'est effectivement ce qu'on met à disposition aussi des autorités. Là, vous avez le suivi sur toutes les refs du sevrage tabagique, le nombre de boîtes délivrées sur chacune des références. Là, on est sur les pastilles. On voit qu'effectivement, tout ce qui est oral en sevrage tabagique, on va être beaucoup plus sur ordonnance et hors ordonnance en parité. Et quand je regarde ce que ça donne sur les patchs, par exemple,
on va être davantage sur un usage beaucoup plus sur prescription, donc qui va apparaître là. On voit quasiment 80% des délivrances sont issues d'une prescription et un quart, 20% hors ordonnance. Et effectivement, on délivre, notamment sur les derniers jours, qu'une boîte de traitement, donc tout à fait en phase avec le décret. Et on peut regarder aussi à travers l'outil l'évaluation du nombre de jours de stock, sachant qu'au regard effectivement de ce qu'on observe sur ces derniers jours, la métrique des quantités vendues ne doit plus être forcément sur les 28 derniers jours, mais beaucoup plus sur les 7 derniers jours pour pouvoir anticiper le plus possible le niveau de stock qu'on va observer en pharmacie. Donc, on regarde effectivement ce que ça donne. Hop, je vais cliquer sur les 7 derniers jours de manière à pouvoir voir comment évoluent les ventes de chacun des produits sur les 7 derniers jours, de manière à pouvoir anticiper le niveau de stock en officine sur chacun de ces produits-là. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, l'enjeu de plus en plus sur l'outil, vous regardez, on voit ici sur ce produit-là, on a quasiment 2 boîtes vendues tous les 7 jours. Ça fait à peu près 8 boîtes vendues par mois. Et donc, on a quasiment aujourd'hui sur le Nicopatch, on a 1 mois de stock sur ce produit-là. Donc, je vais retourner à la présentation. Hop. Mais c'est vrai que ce qu'on observe sur ces derniers jours, c'est cette notion d'espace-temps qui varie et qui est de plus en plus important. On voit que les marchés sont très, très réactifs à la communication. Aujourd'hui, vous avez au moins 2 articles dans les journaux par jour sur un produit de santé qui peut être potentiellement optimal dans le cas du Covid. Et donc, c'est vrai que les ventes sont très, très sensibles à la communication, quelques médias que ce soit. Peut-être, Patrick, faire un point sur les vaccins pédiatriques? Patrick? J'avais oublié de me reconnecter, de remettre le micro. Donc, je recommence. Donc, on voit que une forte chute au moment du début du confinement, hein, pour arriver à moins 40% presque en semaine 13, mais on a une tendance qui s'inverse. Alors, comme pouvait le dire tout à l'heure David sur l'impact de la communication sur les produits du sevrage tabagique ou sur d'autres ou sur certains traitements, l'annonce du déconfinement au 11 mai a peut-être aussi eu comme impact que certains parents se sont dit je dois reprendre un tout petit peu le suivi des vaccins pédiatriques pour mes enfants. Et on note à ce niveau-là une remontée aujourd'hui des consommations alors une remontée. C'est-à-dire qu'on baisse moins que l'on baissait sur les dernières semaines. Mais ça traduit quand même une inversion de tendance. Donc, en ce qui concerne maintenant, dernier point sur le sujet, les ruptures. Donc, on fait à chaque fois ce point. On voit qu'en semaine 16, donc le slide de droite, vous voyez que le taux de rupture sur le total des médicaments remboursables est en augmentation pour atteindre presque 17%, un 16,9, alors qu'il était que de 16% en semaine 15. On le voit également sur les ruptures de produits sans équivalent thérapeutique, où on est passé de 1,3% et alors qu'on était en baisse à 1,4% sur la semaine 16. Aujourd'hui, il y a 1888 présentations qui sont actuellement en rupture. Et cela touche bien sûr plus de produits du répertoire que de produits hors répertoire, mais les deux sont en augmentation sur cette période. Quand on regarde simplement la durée, on voit qu'il y a peu de différence. Ce sont peut-être les durées un tout petit peu plus longues de rupture qui sont en augmentation, c'est-à-dire que des produits sont en rupture maintenant depuis plusieurs semaines. David?
Sur l'automédication responsable, donc tout ce qui est délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien, on voit que la pente continue à se prolonger. On est à moins 25% en semaine 16. Toutefois, quand on regarde le bilan entre début mars jusqu'à maintenant, on reste sur un segment qui est dynamique, poussé principalement par l'antalgie. Mais c'est vrai que l'automédication reste positive sur cette période juste avant le confinement et sur le mois d'avril. Quand on regarde sur les classes de médicaments les plus dynamiques sur la période post-confinement, enfin, pendant le confinement, c'est-à-dire semaine 13 à semaine 16, on voit que 4 d'entre elles restent dynamiques, notamment l'allergie, qui effectivement bat son plein sur ces 2 dernières semaines, le tonus vitalité qui reste dynamique, puis ensuite on a l'affection buccale, les plaies antiseptiques et le confort respiratoire qui devient négatif sur la semaine 16. En termes de délivrance de paracétamol sur le conseil du pharmacien, globalement, on reste tout à fait aligné avec le décret, c'est-à-dire pas plus de 2 boîtes dans plus de 98% des cas. Sur le self-care et la nutrition, donc aujourd'hui, le self-care, donc tout ce qui est conseil de produits de santé au sens large du terme et tout ce qui va être nutrition, notamment nutrition infantile, on voit que le marché est à moins 20 comme l'officine et on s'est amusé sur les conseils de notre président sur un graphique qui change sur les surfaces et de se dire quels sont aujourd'hui le top 15 des promesses définies par la BCB dans le self-care et quelle est leur évolution par rapport à l'année passée. On voit que douleur et fièvre restent aujourd'hui le premier segment du self-care. C'était déjà le cas l'année passée, même si aujourd'hui, sur la dernière semaine, le marché est à moins 33%. Ensuite, on a souvent des modifications de place entre le deuxième et troisième et deuxième par rapport à l'année passée. Mais on voit tonus et vitalité est passé en deuxième position. On a le sommeil qui a doublé le mal de gorge. Et on a effectivement aussi les douleurs articulaires et arthrose qui a reculé de 2 places par rapport à l'année passée. Il est huitième dans le top 15 sur ces semaines de confinement. Il était sixième les mêmes semaines l'année passée. Et puis, on a 2 segments qui ont disparu par rapport à l'année dernière, c'est toux et rhume métagrippale, et qui ont laissé leur place à l'incontinence et les huiles essentielles. Huile essentielle qui est aujourd'hui aussi ciblée par l'ANSES, qui a fait toute une recommandation sur les huiles essentielles et la distanciation par rapport au Covid. Mais vous pouvez voir que le top 15 de ces promesses représente 48% du marché du self-care. C'était déjà le cas l'année passée, même si ce n'est pas les mêmes segments qui sont présents. À noter aussi la constipation qui était en 15e position l'année dernière et qui est montée en 11e position cette fois-ci. Donc, on a quelques positions qui ont bougé et les huiles essentielles qui sont arrivées dans le top 15 à la place de la toux et rhume métagrippale. Un petit point également sur la cosmétique, histoire de changer un peu sur les périmètres marchés. On a regardé le segment homme avant de passer sur segment femme sur la slide d'après. On voit que le marché a baissé fortement en confinement. Il reste à moins 30% malgré tout sur la semaine 16. L'hygiène, donc dans l'hygiène, on a aussi bien les exfoliants que les savons liquides et solides. On est un marché qui reste dynamique. Le petit pic à noter sur les exfoliants à partir de la semaine 15. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick, peut-être lié au fait que le confinement touche à sa fin, au moins dans sa version radicale, fait qu'effectivement, on retourne un petit peu acheter sur certains produits de cosmétiques. L'hygiène main reste très élevée, poussée bien sûr par les gels hydroalcooliques. Et on regarde les soins des mains, puisque à force d'utiliser les gels hydroalcooliques, les soins des mains restent sur des segments très dynamiques.
même si sur la semaine 16, on est au final qu'à plus 14% sur des segments qui sont très en recul. Et puis un point sur le visage, on a voulu mettre en regard le premium ou l'hyper premium. Alors certains peuvent parler de luxe, mais du coup voilà, on est plutôt sur ces marques-là et le soin au sens plus général du terme. On voit que les premiums et l'hyper premium, quel que soit l'anti-âge, l'hydratant, l'effet bonne mine ou le contour de l'œil est en forte baisse. Si on regarde le graphique en bas à droite sur je vais avoir bonne mine le 11 quand je vais sortir du confinement, on voit que sur les produits hyper premium, on est à quasiment moins 80%. Et sur le standard et les sous-mains, on va être à moins 20, moins 12%, sachant que le creux de la vague, quel que soit le segment, était en deuxième semaine de confinement, à savoir la semaine 13. Donc effectivement, sur le segment de la cosmétique et du visage, on a deux trends par rapport aux marques, entre guillemets, peut-être plus dermo et les marques plus cosmétiques. Un petit point sur l'hôpital avant de laisser la parole à Monsieur Lamoureux, Patrick. Donc, sur l'hôpital, on va terminer par ces quelques slides. Donc, ce que l'on voit, c'est bien sûr ce pic qu'on avait eu en semaine 12-13 et ensuite des achats qui ont diminué. Là, on est en volume puisqu'on est sur des UCD pour se retrouver même en semaine 16 avec des achats qui sont en forte régression aux alentours de moins de 30%. Or, cela s'explique essentiellement par le fait que l'activité hospitalière est aujourd'hui concentrée sur toute la réanimation, même si on voit aujourd'hui une réouverture progressive des autres services. Mais les stocks étaient présents et donc les hôpitaux ont moins consommé. Alors, quand on regarde les produits les plus contributeurs à la croissance, bien entendu, alors là, on est sur les semaines de confinement et en particulier sur la semaine 16, on retrouve les produits qui sont utilisés en réanimation, les curares avec la tracurium, l'azithromycine, bien entendu, le propofol, le midazolam. Ce sont les 4 produits qui sont les plus suivis en ce moment par les services de réanimation, bien entendu. Ils sont suivis aussi par on va revenir sur les produits, ils sont suivis également par les autorités de santé, puisque maintenant, en ce qui concerne les curares, l'azithromycine, le propofol et le midazolam, il y a une plateforme d'achat qui a été créée maintenant au niveau des pouvoirs publics qui achèteront de façon globale pendant cette période de pandémie ces produits. Et ensuite, les produits seront délivrés par les dépositaires au niveau de chacun des établissements hospitaliers. Donc, en ce qui concerne les classes, on retrouve les classes dont on parle au travers des produits, bien sûr les myorelaxants à action périphérique, les macrolides, les anesthésiques généraux, les solutés hydroélectrolytiques, les céphalosporines. Bon, même si au-delà de la 4e classe, on est sur des involutions en semaine 16, alors que ce sont les classes qui contribuent le plus à la croissance. Alors, quand on regarde maintenant sur un bilan un peu plus macro, ce qui s'est passé sur le top 10 des classes remboursables à l'hôpital, on retrouve au premier trimestre 2020 les 4 premières classes qui étaient aux 4 premiers rangs en 2019, on les retrouve en 2020 avec les antinéoplasiques, anticorps monoclonaux, les autres antinéoplasiques, les facteurs de la coagulation et les immunoglobulines, donc qui étaient aux 4 premières places. C'est la 4e avec les immunoglobulines qui sont en légère régression au cours de ce premier trimestre. En ce qui concerne les autres produits, ils ont des croissances extrêmement fortes. Et on voit les croissances des autres classes à l'hôpital. Bon, bien entendu, les anesthésiques généraux qui ont fortement progressé, qui ont plus 33%, les céphalosporines plus 50%, les solutés standards hydroélectrolytiques à plus 30%, et on voit que les autres classes également, certaines autres classes, progressent très fortement.
Quand on regarde ce qui se passe au niveau des produits, ben là, il y a une interversion entre le premier produit à l'hôpital en 2019 sur le premier trimestre qui était Opdivo, antinéoplasique L01G, qui a été dépassé par le Keytruda, toujours dans la même classe, mais qui a une progression de plus 81% au cours du premier trimestre, donc à 172 millions d'euros. Bon, on est en PFHT, bien entendu. Et en troisième position, on retrouve le Revlimid, qui était déjà en troisième position. Après, quelques produits ont des croissances extrêmement importantes. Toujours dans la L01G, on retrouve le Darzalex de Janssen, qui a quasiment doublé son chiffre d'affaires. Et également, on retrouve quelques produits dont le Privigène, qui, eux, ont des chiffres d'affaires qui sont en régression, comme l'Avastin également, qui est à peu près stable. Donc, voilà pour la situation au niveau des médicaments remboursables. Donc, on peut maintenant, et on va terminer par cela, le zoom sur les produits de réanimation. Donc, on voit cette très forte, cette explosion au niveau des achats hospitaliers sur tous les produits de réanimation. Mais on voit que depuis la semaine 15, on note une baisse. En semaine 15, on était encore à des niveaux assez élevés, avec 2,2 millions du CD. Mais en semaine 16, on se retrouve à un niveau qui était quasiment celui d'avant la pandémie. Alors, sûrement des stocks importants à l'hôpital, mais attention, parce que ces chiffres, et c'est ce qu'on va voir après au niveau des zooms sur les principaux produits dont on parlait tout à l'heure, les Cura avec l'atracurium, le cisatracurium, donc où il y a eu ce pic, une diminution en semaine 15 et 16 des achats, mais encore à des niveaux extrêmement élevés. Au niveau du midazolam, forte progression et baisse en semaine 15 et 16, comme on peut l'avoir pour le propofol en semaine 16. Mais attention, pour ces produits, la situation est très variable, puisque là, la situation au niveau régional est extrêmement différente et on a des tensions d'approvisionnement maintenant sur ces produits, en particulier sur certaines zones géographiques. Et certains hôpitaux aujourd'hui peuvent manquer de produits de curare, de propofol ou de midazolam, d'où des échanges entre établissements aujourd'hui qui peuvent avoir lieu pour pouvoir avoir une continuité de l'activité. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de laisser Philippe Lamoureux, qui va nous consacrer un peu de temps pour nous parler de ce qui va se passer demain, ce qu'on peut envisager pour notre futur. Philippe, merci beaucoup. Oui, merci Patrick. Commence déjà par me dire si tu m'entends. On t'entend parfaitement. Très bien, alors parfait. Donc merci au GERS de m'avoir invité et toutes mes excuses pour ne pas vous avoir envoyé de slides, mais ce qui m'a été demandé, c'est un exercice en chambre et le conseil et le bureau du LEB n'ayant pas eu l'occasion d'échanger sur les sujets dont on va parler, je n'avais pas de mandat formel pour me présenter devant vous. Donc l'idée, c'est plutôt de vous partager avec vous quelques réflexions très très informelles à ce stade. Quand Patrick m'a demandé de plancher sur le jour d'après, je me suis dit que ça allait être facile et que la vingtaine de minutes qu'il me proposait, c'était probablement 19 minutes de trop, puisque ça tenait en à peu près une phrase. Il y a toutes les chances pour que le jour d'après ressemble au jour d'avant. Pourquoi ? Vous savez bien que le réflexe d'un corps attaqué, que ce soit par un virus ou par l'opinion publique, c'est de faire bloc et de générer des anticorps. Donc, le scénario aujourd'hui le plus vraisemblable, c'est un scénario dans lequel on va aller parquer le déficit de la sécurité sociale. Vous savez qu'on est à 41 milliards aujourd'hui, mais que c'est une vision ou une estimation, de mon point de vue, extraordinairement optimiste. Et donc, un parquage de cette dette à la CADES avec une prolongation ad libitum de la CRDS.
Deuxième élément, on l'a bien vu dans les chiffres qui nous ont été présentés, 2020 va être une année très particulière et il va falloir d'une façon ou d'une autre trouver une façon de neutraliser l'année 2020 et je n'aimerais pas être à la place de ceux qui auront à charge de construire la LFSS 2021, quel que soit le poste de l'ONDAM que vous considérez. Il est compliqué avec en plus un effondrement de la masse salariale qui pour l'instant est de l'ordre de 8% et qui va générer des problèmes de construction extrêmement importants. On voit bien aussi que l'une des raisons qui nous laisse à penser que le jour d'après va ressembler au jour d'avant, c'est que, comme vous le savez, on est en train de renégocier l'accord cadre. On n'a pas arrêté les travaux pendant la durée du confinement et on n'a pas le sentiment, quand on discute avec nos interlocuteurs, qu'ils aient des éléments de cadrage macroéconomique en rupture avec les années précédentes. On a même l'impression que l'enveloppe annuelle du milliard de baisse de prix a pratiquement été intégrée comme un paramètre de la négociation, de même que la lettre d'orientation ministérielle actuelle a l'air aussi d'être considérée comme donnée exogène à nos discussions. Et puis, il y a deux facteurs aggravants. Le premier, c'est l'hyperpriorisation de l'hôpital. Vous avez vu les mesures catégorielles qui ont été adoptées, 1,3 milliard de mesures catégorielles, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un tel niveau de mesures. Et le deuxième élément qui est tout à fait majeur, il faut qu'on ait tous en tête, c'est le fait que notre secteur, et la présentation l'a bien montré, c'est que notre secteur va être considéré en sortie de crise comme un de ceux qui est passé au travers des gouttes du Covid, voire qui en a bénéficié. Regardez d'un côté les déclarations que vient de faire Laurent Berger sur la contribution des secteurs épargnés à la reprise économique, et regardez aussi les résultats qui sont en train d'être publiés par les entreprises. On voit bien que les choses se mettent en place pour que la cinétique du système nous amène à faire rimer stratégique avec amnésique. Et pourtant, la crise, elle nous apprend beaucoup de choses. D'abord, cette crise nous fait toucher du doigt le degré de dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'Asie pour les EPI et pour les produits matures. Mais c'est vrai aussi que on pourrait avoir le même niveau de conscience sur notre degré de dépendance des États-Unis pour les produits innovants. Deuxième point, cette crise donc remet en avant le concept de politique industrielle. Alors, je vous laisse apprécier la diversité lexicale que vous apprécierez plus ou moins: relocalisation, réindustrialisation, souveraineté industrielle, indépendance stratégique et l'inévitable nationalisation. Troisième élément, et ça c'est plus intéressant sans doute, elle nous apprend que le système de santé a un certain degré de résilience. On avait l'habitude de dire que le système était inélastique, incapable de gérer une forme d'efficience. Passer de ce 4 000 lits de réanimation à 15 000 lits de réanimation, on peut considérer que c'est un exploit et que c'est une forme d'adaptation. Quatrième enseignement, l'effet de levier sur le développement des nouvelles technologies appliquées aux soins. On prédisait une montée en puissance lente, difficile, de la télémédecine, des applications mobiles, de l'IA, et on voit que ça s'est développé rapidement avec là aussi une capacité d'appropriation assez forte. Cinquième enseignement, l'administration peut, quand c'est nécessaire, bouleverser son mode de fonctionnement et accélérer, réduire les délais. Je pense en particulier aux essais cliniques. Vous avez vu que l'utilisation des outils de dématérialisation a permis de réduire considérablement les délais d'autorisation d'un certain nombre d'essais cliniques, et il faudra s'en souvenir pour le monde d'après. Et dernier point, mais ce n'est pas le moindre, je pense que la crise du Covid a déplacé, temporairement ou pas, c'est à voir, certaines frontières ou oppositions traditionnelles entre public et privé, pharma et corps médical, pharma et association de patients. On est dans un momentum qui est en train de se créer, sur lequel il faut absolument qu'on capitalise, à savoir que le médicament est redevenu pour un temps un sujet de santé publique, et ça va être à nous de ne pas nous laisser réenfermer dans un débat économique dans lequel on va évidemment vouloir nous enfermer dès la parenthèse de la crise Covid refermée. Alors, il y a donc une opportunité. Comment peut-on écrire une histoire différente? Alors, quand on veut écrire une histoire différente, on va commencer par regarder les atouts dont on dispose. Je pense qu'on a quelques atouts. Le premier atout, c'est qu'on a les outils de dialogue. On n'aura pas à bâtir avec la puissance publique de nouveaux outils de dialogue. Le CSIS existe, le CSF existe. Nous avons aussi des avantages comparatifs qui ne sont pas forcément
aujourd'hui des avantages concurrentiels, mais ils sont connus, la qualité de la recherche publique, le tissu hospitalier, nos stakeholders, notre tissu industriel dans toute sa diversité, certains mécanismes fiscaux du type crédit d'impôt recherche. Donc, on a des atouts. Troisième élément, il n'y a pas de situation irréversible. On est dans un secteur assez mouvant. On prend l'exemple de la France souvent, qui est passée du 1er au 4e rang européen en 10 ans. L'Italie a fait le chemin inverse, elle est passée du 6e au 2e rang européen. Donc, pas de situation acquise. Et dernier élément, les écarts de compétitivité par les coûts ne sont pas insurmontables, y compris avec l'Asie du Sud-Est, puisqu'on est sur des produits à haute technologie avec des normes de qualité qui sont planétaires. Et donc, alors, vous en savez sans doute plus que moi, mais quand je discute avec certains d'entre vous, j'entends des chiffres de l'ordre de 10 à 15%. Ça dépend évidemment des situations et des classes thérapeutiques. Donc, on a des atouts. Qu'est-ce qui nous manque? Je pense que ce qui nous manque, c'est si on veut construire le monde d'après et si on veut que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant, il faut absolument mettre fin au en même temps. Alors, pardon de le dire, mais on n'arrivera plus. Il faut arriver à mettre en avant cette notion de cohérence. Il faut une priorité clairement établie et il faut que l'ensemble des politiques publiques se mettent en cohérence derrière cette priorité. Donc, si la priorité, c'est la maîtrise des dépenses de produits de santé, notamment de médicaments, il faut arrêter de vouloir faire des comités de filière, des conseils stratégiques et en tirer les conséquences. Si par contre l'objectif, c'est de rendre à l'Europe et singulièrement à la France une capacité d'approvisionnement et partant à restaurer ses capacités de recherche, de développement, de production, notamment pour les médicaments les plus stratégiques, eh bien, il faut que cette priorité soit clairement affichée et qu'elle puisse attraire l'ensemble des politiques publiques. Donc, c'est évidemment dans cette deuxième perspective que je me situe. Donc, si on s'y situe dans cette perspective, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le diagnostic. Il faut que nous arrivions à remédier à nos 4 grands handicaps congénitaux concernant la politique du médicament. Premier handicap, il est connu, vous en parlez, c'est la régulation. Le niveau de régulation est rédhibitoire. Il faut être clair, on ne fait pas de politique industrielle quand on fait 1 milliard de baisse de prix par an tous les ans depuis 10 ans. On ne fait pas de politique industrielle quand on n'a pas de progression de chiffre d'affaires pendant 10 ans. On y a absorbé 2 chocs technologiques ou de progrès thérapeutiques qui ont été les traitements de l'hépatite et les anti-PD-1. Et on ne fait pas de politique industrielle quand les dépenses de produits de santé qui représentaient 15% de l'ONDAM il y a 10 ans représentent 12% aujourd'hui. Premier handicap. Deuxième handicap, la fiscalité. Alors, on n'en parle pas, on est tellement habitué à cette fiscalité qu'on considère que c'est une donnée exogène à la réflexion. On a quand même la fiscalité spécifique, je ne parle même pas de la fiscalité générale, on a la fiscalité spécifique la plus défavorable d'Europe. On a 10 taxes affectées et on est très très loin derrière nos amis espagnols, allemands ou italiens, et je ne vous ferai même pas l'injure de vous parler ici de l'Irlande ou de la Suisse. Et handicap fiscal, un accès au marché non compétitif, vous connaissez les délais, 180 jours prévus par la directive entre l'AMM et le prix, 500 jours en réalité en France, même en comptant la procédure d'ATU qui a été un petit peu quand même détournée de ses objectifs premiers. On n'est pas compétitif par rapport aux Allemands qui sont à 100 jours ou aux Anglais qui sont à 100 jours. Alors vous allez me dire, les délais d'accès n'ont pas forcément de lien avec le monde d'après et la reprise, si, parce que quand vous faites des choix d'implantation industrielle, même si votre outil de production est destiné à 90% à fonctionner pour l'exportation, eh bien la question que vous pose le pays vers lequel vous exportez, c'est le produit que je fabrique qui est disponible sur le territoire où il est produit. Et donc les Allemands répondent en 100 jours, c'est possible. En France, c'est bien plus compliqué. On répond peut-être en 500 jours, on verra. Enfin, dernier point, les normes, et ça vous le savez, les normes françaises, elles sont illisibles, elles sont complexes, elles sont instables. 2 exemples, sur les 5 derniers PLFSS, on a modifié 5 fois le mode de régulation du médicament. Sur les 5 PLFSS, on a modifié 3 fois le régime des ATU. Et aller expliquer le régime des ATU aujourd'hui à un CEO non francophone et voire non français, c'est pratiquement impossible. Donc, voilà, ça c'est les 4 conditions. Après, comment penser le monde d'après ? Je pense qu'on a 3 sujets. Le premier sujet, c'est de rendre notre système plus agile et plus efficient. Il y a beaucoup d'enseignements sur cette crise du Covid qu'il faut garder à l'esprit pour la suite. J'en prends 4.
Le premier point, on voit bien que le concept One Health va reprendre de la vigueur. C'est un concept complexe qu'on a du mal à faire fonctionner, mais enfin les zoonoses apparaissent clairement aujourd'hui comme une des principales menaces sur la santé publique pour les années à venir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre positionnement doit être beaucoup plus santé publique. Deuxième point, les pathologies négligées. Ça renvoie à des thématiques que vous connaissez bien, que vous entendez souvent, comme par exemple l'antibiorésistance. Il y avait dans le CSIS de 2018 des jalons pour faire des choses intéressantes dans ce domaine. Il va falloir reprendre notre bâton de pèlerin pour pousser à nouveau ce sujet qui est un petit peu tombé aux oubliettes de la santé publique. Troisième élément, revoir les relations État-industrie dans la période de gestion de crise. Le LEM a beaucoup contribué à la mise en place de cet acheteur unique SPF qui s'est substitué aux différents hôpitaux. 3 semaines pour monter un acheteur unique, ça reste très long et je pense qu'on peut fluidifier les relations avec la puissance publique dans ces situations de gestion de crise. Enfin, un dernier élément, il va quand même falloir traiter ce sujet lancinant qui vient d'être évoqué, qui est cette problématique des ruptures d'approvisionnement. Vous savez qu'on avait fait des propositions en février 2019, une bonne partie d'entre elles figurent dans le plan gouvernemental. On en partage les objectifs, on espère juste avoir une application éclairée de l'article 48 de la dernière LFSS sur les ruptures. Sinon, on va plutôt aggraver le phénomène que le résoudre. Deuxième point sous l'angle de santé publique, et je pense que cette crise du Covid nous amène à aborder le sujet non plus sous le thème du business, pardonnez-moi, mais plus sous l'angle de la santé publique, le raccourcissement des délais d'essais cliniques, la révision des ATU et la réduction des délais. Et là, on peut dire qu'on a une feuille de route, qui était préalable au Covid, mais qui doit être tenue parce que la crise montre qu'il faut accélérer sur ces différents sujets. Donc, premier volet, rendre notre système plus agile et plus efficient. Deuxième type de problématique, les politiques industrielles. Et là aussi, on a un peu de boulot parce que je pense que l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à relocaliser sans démondialiser. Je lisais ce matin un papier de la fondation Robert Schuman que je vous invite à regarder, où en gros la tonalité générale c'était la mondialisation n'est pas le problème, elle est la solution. Et donc il va falloir effectivement prendre la vague de cette volonté de relocaliser, de réindustrialiser, sans perdre tout ce que la mondialisation apporte au système, que ce soit en termes de R&D, que ce soit en termes de production et d'approvisionnement. Donc, quand on veut faire de la politique industrielle, il y a, je crois, deux prérequis. Le premier, et ça a été flagrant au moment du Covid, c'est qu'on a un besoin d'inventaire. On ne sait pas d'où sont fabriquées les matières premières. Nous, on répercutait bêtement les chiffres de nos amis du SICOS. 80% de la matière première vient de Chine et d'Asie. Eh bien non, pas du tout. 80%, c'est la fourchette haute du degré de dépendance de l'Europe vis-à-vis de ses fournisseurs extérieurs, incluant les États-Unis, le Brésil, toute une série de pays. Et finalement, le taux de principe actif en provenance de Chine, il est très important sur les produits matures. Sur le reste, on s'est aperçu qu'on avait des chiffres qui étaient pas bons. On a 270 sites industriels. On ne sait pas ce qui s'y fabrique. L'ANSM le sait puisqu'elle a les données, mais le LEM l'ignore. Et il faut en plus prendre ces fameuses filières de produits stratégiques pour savoir d'où vient la matière première, où ils sont fabriqués, pour pouvoir bâtir des politiques de filières intelligentes. Le deuxième élément, c'est qu'avant de parler de relocaliser, il faut stopper le mouvement de délocalisation. Et donc l'urgence absolue, c'est de protéger nos capacités de production d'EPI, protéger nos capacités de production de médicaments. Ensuite, une politique de relocalisation, oui, probablement pas de façon désordonnée. Je pense que dans la plateforme de 2019 que nous avions présenté sur les ruptures, nous avions inventé un concept qui était le concept de médicaments d'intérêt sanitaire stratégique. Il faut sans doute reprendre ce concept. L'administration nous a dit pendant un an, on ne sait pas faire. Et puis avec la crise du Covid, on a vu apparaître des listes de 1500 produits essentiels. Et donc, on sait faire en réalité. Il faut juste se mettre autour de la table et travailler sur ces produits. Et là, on a toute une série d'outils. On a des outils conventionnels. Par exemple,
mettre en place des mécanismes de prix plancher pour les produits dans lesquels le coût de revient est tellement supérieur au tarif de remboursement qu'on sait qu'on va vers des délocalisations, reprendre nos propositions sur les ruptures, faire vivre l'article 18 de l'accord cadre et, pardon de le dire, remettre en chantier la problématique de l'article 66 de la LFSS de 2019, qui est un puissant outil de délocalisation comme on peut le mesurer. Et puis, il faudra aussi mettre en place une fiscalité probablement plus incitative à l'investissement, ce qui est toujours compliqué parce que quand on discute avec Bercy de ces sujets-là, on sent bien qu'il y a une crainte de l'effet de spillover sur l'ensemble de la fiscalité de la production, mais il faudra être force de proposition. Et puis, mettre en place des politiques de filière adaptées. Là, on a tout un travail qui est en train d'être mené avec un prestataire dont les conclusions nous seront rendues en juin 2020. Et l'objectif, c'est d'arriver à mieux nous positionner comme leader européen sur la bioprod et notamment sur ces fameux MTI. Là aussi, il faudra mobiliser des ressources fiscales. Je vous en donne deux. La première, c'est qu'on demande depuis pas mal de temps la sanctuarisation du CIR, voire son extension à la production de l'eau clinique, parce qu'on pense que si on arrive à attirer la production des lots cliniques, on attirera derrière la production des lots industriels, et peut-être réfléchir à un crédit d'impôt de développement industriel avec les pouvoirs publics. Enfin, le troisième élément, et je m'arrêterai là, il faut qu'on arrive aussi à avoir une régulation différente et plus compétitive. On a, je crois, besoin de mettre la politique de régulation au service des objectifs de réindustrialisation. On voit bien que sur ces produits stratégiques dont on veut rapatrier la production en Europe ou en France, il va falloir mettre en place un système de régulation spécifique pour pouvoir maintenir à moyen et long terme la localisation de ces productions en Europe. Donc on va avoir probablement, il faudra réfléchir à des mécanismes de prix souverains négociés entre le laboratoire et le CEPS qui garantissent la viabilité dans la durée de la production, probablement mettre en place des mécanismes d'appel de préférence communautaire dans les appels d'offres hospitaliers, par exemple en introduisant des critères de sourcing, revenir sans doute sur ce sujet du marquage européen de l'origine des produits qu'on n'a jamais réussi à faire aboutir, se poser la question du contrôle de l'exportation sur ces produits d'intérêt stratégique, accepter d'avoir des obligations de stockage renforcées qui sont la contrepartie des prix souverains et avoir une enveloppe de financement sanctuarisée qui fasse l'objet d'un traitement spécifique dans les mécanismes de sauvegarde. Sur les innovations disruptives, parce qu'on ne construira pas de politique industrielle sans attirer la production des nouvelles molécules, là, on est en train d'y travailler dans le cadre des discussions conventionnelles. Il faut se poser la question d'un fonds de financement de l'innovation parce que les innovations de rupture qui sont devant nous ne pourront pas être financées par les mécanismes dont nous disposons aujourd'hui et mettre en place des outils conventionnels qui permettent d'avoir de nouvelles formes de contrats pour prendre en charge ces innovations de rupture, qu'il s'agisse de contrats de performance, de contrats d'étalement de charge. Il faudra aussi probablement mieux prendre en compte la dimension digitale et IA de ces innovations de rupture pour permettre une meilleure valorisation. Ça, c'est sur la façon d'accompagner les politiques industrielles par la politique conventionnelle. Il nous faudra une régulation plus simple, plus visible, compatible avec les objectifs de politique industrielle. Moi, j'ai envie de poser la question un petit peu, de bouger un peu les lignes. Je pense qu'avant de se poser la question du niveau de régulation, il faut nous poser la question de sa sincérité. Et je pense qu'on va le constater, on est en train de le constater avec le GERS quand on regarde cette fameuse clause de sauvegarde. Il faut quand même se poser la question de savoir comment on construit cette LFSS et comment on la présente au Parlement. Je pense qu'il faut qu'on ait une LFSS qui soit fair, c'est-à-dire que les paramètres soient clairement posés, que le Parlement ait une vision très exacte de la contribution exacte du secteur à l'équilibre des comptes sociaux, qu'on puisse se projeter à 3 ans sur les prévisions de dépenses. On est quand même le seul poste de l'ONDAM dont l'évaluation des dépenses ne tienne pas compte des produits qui sont dans le pipe, du niveau d'innovation, de l'impact sur l'organisation des soins.
et donc de ce fameux horizon scaling qu'on pousse beaucoup. Notre régulation est une régulation d'ajustement où on fait les totaux de l'ensemble des postes et on ajuste le poste médicament en fonction des besoins de financement. Je pense aussi qu'il faut que le Parlement ait un mécanisme qui lui permette de s'assurer du respect des objectifs votés. Sur les 3 dernières années, quand on compare les 3 LFSS présentés devant le Parlement et les 3 exécutions, on a des gaps qui sont inacceptables, ne serait-ce que pour la vie démocratique de ce pays. Enfin, il faudra évidemment diminuer drastiquement l'enveloppe de baisse de prix et avoir, dans la mesure du possible, des mécanismes conventionnels qui permettent aux industriels de savoir quand le mécanisme de baisse de prix va se déclencher, qu'on ne soit donc plus dans une logique d'ajustement, mais dans une logique de visibilité. Dernier élément, il nous faudra de la primauté conventionnelle. Moi, je souhaite 4 choses. La première, c'est que, avant de prendre quelques mesures législatives que ce soit, on essaie de trouver des solutions conventionnelles avec le comité économique. Deuxième point, qu'on ait un comité éco dont le président ait des pouvoirs renforcés et soit le vrai patron de la politique du médicament au plan économique pour le secteur. Moi, je vous soumets une idée, je vous laisserai réagir. Par exemple, je trouve que ce serait bien que le président du CEPS soit associé à la procédure d'élaboration du PLFSS, qu'il donne son avis au service de l'État dans la préparation de la LFSS sur les objectifs réalistes d'économie sur le médicament et que l'avis du président du comité économique soit rendu public. Il faut aussi que sa lettre de mission soit une lettre de mission d'orientation de portée générale qui lui donne une vraie capacité de négocier dans le respect de la lettre et de l'esprit de l'accord cadre. Enfin, il y a un sujet que vous connaissez qui est latent. On peut peut-être aussi s'interroger sur la composition du comité économique pour que l'ensemble des parties soient représentés de façon un peu différente. 5 conditions de succès pour le monde d'après. Une politique industrielle qui soit une priorité avec un pilotage politique d'une main de fer. Une approche holistique parce qu'on ne va pas pouvoir traiter le sujet en découpant, en saucissonnant la thématique. Une approche européenne parce que la France ne fera rien sans ses partenaires européens qui se posent les mêmes questions que nous. J'ai échangé la semaine dernière avec mon homologue allemand. Il a exactement les mêmes problématiques de l'autre côté du Rhin. Se donner de la durée, donc du temps, être dans une approche à 5-10 ans. Et enfin, arriver à conserver ce momentum avec les patients. Et là, ça renvoie à la responsabilité sociale de nos entreprises. J'espère que j'ai tenu en 20 minutes, Patrick. Philippe, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vraiment te remercier. Bon, on a bien compris au travers de ton exposé que si on voulait que le jour d'après ne soit pas celui d'avant, il y avait beaucoup de travail à faire. Tu as ouvert énormément de pistes et je pense que la profession maintenant doit aussi se prendre en main et pouvoir avancer beaucoup plus en concertation pour pouvoir construire ce monde de demain qu'on a tous envie de voir arriver. Merci à vous tous d'avoir participé à cette réunion. Merci à toutes les personnes du GERS qui ont aussi permis cette réalisation, ceux qui ont préparé tous les documents qu'on vous a présentés, ceux qui nous ont aidés à l'organiser. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle série. Merci encore, Philippe. Merci.